triomphe, rejoins le parti sans Mais c'est pas grave, c'est juste. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les lundis soirs de 19h à 20h, on est très heureux de retrouver notre duo de co-présidents, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, co-président du G500. Bonsoir les amis. Bonsoir Philippe David. Vous êtes en forme, on vous a dit déjà l'OM a gagné, vous êtes arrivé tout guiré dans le studio. Tranquille, 3-1. Il dansait. Il y a un résultat sportif qui vous a fait sauter au plafond ce week-end, Aurélie Gros. Non, moi c'est des résultats citoyens qui me font sauter au plafond, mais bon, c'est pas encore le cas. Hein. Ouais, donc la Ligue de champions de demain soir, vous en fichez. Je vous laisse ça à vous les hommes. Non mais les Marseillais jouent pas la Ligue des champions demain. Bah non, ça y est, je suis méchant là. Ça avait bien commencé. Très méchant. Quelles sont les nouvelles du G500 les amis pour commencer? Eh bien, savez-vous que donc, dans un peu moins d'un an maintenant, plus proche de 6 mois, on tient ce fameux sommet citoyen 12, 13, 14 juin. Absolument, à Lille. Et puis avant ça, il y a des étapes. Il y en a une qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps, donc c'était le 9 novembre sur la santé. Vous savez que à Lille, les équipes rédigent elles-mêmes une loi de programmation et d'orientation santé. D'ailleurs, si on va sur le site www.idéal-citoyen avec un s.fr, on retrouve toutes ces annonces-là. Peut-être Aurélie, vous connaissez par cœur les dates à venir. Eh ben oui, nous aurons bientôt, donc le 25 janvier, donc on laisse passer les fêtes quand même, oui. La justice, un grand débat sur la justice, notamment sur le populisme judiciaire à Nice, avec nos national. amis qui en ce moment même sont en débat à Toulon, et donc un amour de justice, voilà. On aura le 11 février à Paris, à l'Institut des jeunes aveugles, un grand colloque sur le handicap. Nous aurons le 29 mars à Toulon un grand débat sur la culture. Le 26 avril, on retourne à nos premiers amours à Marseille pour un grand échange autour des enjeux de la jeunesse. Et enfin, nous clôturerons ce tour de France des territoires le 2 et le 3 mai dans la Drôme, plus précisément à Saint-Sauveur-Gouvernay. Là, vous ne connaissez pas? Ah non, là, je ne connais pas, mais très joli nom, Saint-Sauveur-Gouvernay. Parce qu'il existe des villages, vous savez, en France, il y a plein de villages. 35 000. Hein. Et voilà, donc c'est important d'aller dans les villages aussi pour débattre Absolument. sur les enjeux écologiques et du changement climatique. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Oui, un mot. Non, c'est à vous surtout, Philippe. Et maintenant, le sommaire ce soir, sentiment d'abandon. 70% des Français ne font plus confiance à la politique. En outre, 68% d'entre eux estiment que l'actuel modèle démocratique ne fonctionne pas bien. Comment se former à la vie publique et politique en tant que citoyen sans passer par un parti? C'est la mission que s'est donnée l'association Open Politics, leur cible les plus jeunes. Mais l'initiative est ouverte à tous. Antoine Jochims, cofondateur, est à nos côtés ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Cette année, le Téléthon aura lieu les 29 et 30 novembre. Le Téléthon organisé par l'AFM Téléthon est une collecte de fonds annuelle qui, depuis 1987, rassemble des millions de personnes en France et à l'étranger pour soutenir la recherche et améliorer la vie des patients atteints de maladies génétiques rares. Cette année, le Téléthon met en avant 5 familles, Marley et Milan, Tim, Sacha, Paul et Félicie. Leur histoire émouvante illustre les grandes victoires contre des maladies autrefois incurables qui rappellent l'importance de poursuivre la recherche pour ceux qui attendent encore un traitement. Nous sommes ravis de recevoir François Lamy, vice-président de l'AFM Téléthon. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Les vraies voix Sud Radio. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. J'ai pas pu m'empêcher, vous voulez pas pousser la chansonnette? Je vous en prie. Vous non plus. Elle chante très bien et moi je chante très mal. C'est pour ça fallait qu'elle chante alors. Non, mais je ne suis pas du genre à dire que je retourne ma veste. De toujours ça du me fait bon trop côté. mal. Oui, mais c'est du Dutronc, donc... C'est du Dutronc, exactement. Bah oui, aujourd'hui, d'après les chiffres que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, on brosse le portrait, en fin de compte, d'une France qui est relativement méfiante, qui est lasse, morose, qui ne croit plus en la démocratie et en la politique. Et outre un pessimiste et une défiance généralisée, les Français ont le sentiment que le système politique et social français est injuste
et asymétrique. D'autant que 80% des Français estiment que les responsables politiques ne se préoccupent pas de ce que les Français pensent et nourrissent un sentiment quelque part d'abandon. Et Open Politics, qui est avec nous aujourd'hui, on est ravis, est un lieu de formation parce qu'en fin de compte on en manque, à partisans, voilà, qui ne dépend d'aucun parti politique et qui vise à doter, en fin de compte, les citoyens des moyens nécessaires afin qu'ils s'engagent plus dans la vie publique et politique. Alors merci Antoine d'être avec nous ce soir, parce que je crois qu'aujourd'hui, former la jeunesse et plus largement l'ensemble des citoyens, c'est un peu votre mission. Alors racontez-nous un peu comment est née, en fin de compte, cette idée. Cette idée est née d'un constat, et le constat selon nous, c'est que la crise démocratique, c'est avant tout une crise politique. Si les Français ne vont plus voter, c'est bien parce qu'ils pensent que la politique n'est plus capable de changer leur vie. Si les Français ne s'intéressent plus à la politique, c'est parce qu'ils pensent que demain, la politique ne pourra pas changer la vie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Donc la crise démocratique, c'est une crise politique. C'est une crise de vocation politique. On en parlera peut-être, mais il y a de moins en moins de Françaises et de Français qui veulent faire de la politique. Il y a de moins en moins de Français dans les partis politiques. On verra en 2026 si nous avons assez de candidates et de candidats aux élections municipales, mais les articles qui sont sortis récemment montrent qu'on a peur quand même du crash démocratique. Oui, on a un désengagement aujourd'hui des maires. On recevait David Lisnard au Salon des maires mercredi dernier dans Les Vraies Voix avec Cécile de Ménibus, et les démissions de maires, c'est les démissions ont augmenté, comme il y a eu aux États-Unis après la crise de 2008. Les démissions ont augmenté ces dernières années, effectivement, parce qu'il y a de la violence contre les élus, parce que les citoyens sont de plus en plus exigeants. Mais pourquoi les citoyens sont exigeants? Parce qu'ils ont le sentiment que les politiques ne changent pas leur vie. Et donc il y a une vraie crise politique aujourd'hui, et c'est ça le nœud du problème démocratique selon nous. Et donc cette crise de vocation, elle s'additionne à une crise de représentation, une crise de confiance. Et donc pour nous, il faut faire émerger une nouvelle génération de leaders politiques pour répondre à cette crise politique. Il n'y a pas une crise plus large du sens qu'on donne à l'engagement des citoyens de plus en plus consuméristes, c'est-à-dire qui attendent finalement des services, mais qui prêtent quand même l'oreille assez facilement à la polémique. Moi, je dis souvent, actuellement, on n'a pas une classe politique, on a une classe polémique. C'est-à-dire que des gens qui d'abord et avant tout savent rédiger des tweets, savent clasher un tel ou un tel, plutôt que de véritablement élaborer et proposer et présenter des idées. Je dirais qu'il y a deux éléments de réponse à cette question. Effectivement, il y a une majorité de Français qui pensent que les hommes et femmes politiques sont corrompus. Il y a une majorité de Français qui pensent qu'ils ne sont pas bien représentés dans le monde politique. Et il y a une majorité de Français qui pensent que les politiques mettent leur intérêt personnel au-dessus de l'intérêt général. Et on ne peut pas leur donner tort quand on voit la politique au niveau national, qu'on voit la course de petits chevaux pour les législatives ou pour 2027. Mais je crois qu'il faut repartir du local et qu'on a une maire autour de la table et que les seuls élus qui sont capables de réconcilier les Français avec la politique, ce sont les maires. Pour autant, je ne suis pas d'accord avec l'idée consumériste des Français. Je crois qu'il y a une vraie volonté d'engagement au sein de la société. Par contre, le problème, c'est qu'il y a une dévitalisation du monde politique au profit de d'autres formes d'engagement. C'est très bien qu'on ait des Français engagés dans le monde associatif, dans l'ESS, mais aujourd'hui, ils ne vont plus dans le monde politique. Pour autant, l'économie sociale et solidaire. Oui, pardon. Mais aujourd'hui, la décision, elle se prend dans le monde politique. Et c'est marrant d'observer d'ailleurs que la jeunesse est très engagée sur des sociétés qui touchent le quotidien ou sur les causes environnementales, mais pour le coup ne vont pas spécialement voter. Vous l'observez quand vous faites ces formations auprès de la jeunesse ? Nous, on a un certain nombre de jeunes. Pour autant, on n'est pas dans le jeunisme. On essaie de former une majorité de 18 à 78 ans. Mais les jeunes, aujourd'hui, pourquoi ils ne vont pas voter ? Ils ne vont pas voter parce que le monde politique, d'une part, ne leur ressemble pas. 4% des maires ont moins de 40 ans. On va avoir quand même un problème de renouvellement de la classe politique en 2026. J'étais en train de me dire que j'en faisais partie, mais non, pas du tout. Excusez-moi, presque. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, comme disait Thierry Roland. Donc 4% ont moins de 40 ans. Donc d'une part, ils ne sont pas représentés en termes d'incarnation, et puis en termes d'idées. Aujourd'hui, quelle politique est capable de traduire les aspirations de la société en projet politique et en vision d'avenir ? Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est là que vient cette dichotomie entre l'engagement des jeunes et le fait qu'ils n'aillent pas voter. Mais nous, le message qu'on leur donne, c'est que s'ils veulent changer les choses, c'est bien de manifester. C'est bien de s'engager dans les associations. Mais demain, celles et ceux qui prennent les décisions, ce sont les maires et les ministres. Sud Radio, les vraies voix citoyennes, 19h13, avec ce débat passionnant en compagnie d'Antoine Jochims. C'est la politique. Voter, c'est un droit, c'est aussi un devoir civique. C'est ce qui est écrit sur les cartes électorales. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Notre premier invité Antoine Jochims, cofondateur d'Open Politics. Vous voulez éduquer les jeunes, mais pas que à la politique. C'est pas de 7 à 77 ans comme chantait Michel Sardou. Je ne vous demande pas de chanter, Aurélie Gros. Ok, j'étais prête là. C'est de 18 à 78 ans. Mais aujourd'hui, c'est surtout, plus on est âgé, plus on vote. Mais pourquoi est-ce que les jeunes ne votent plus ? Parce que ça, peut-être qu'il y a de bonnes raisons. Mais ils votent plus parce qu'aujourd'hui, le monde politique ne leur ressemble pas, à la fois en termes d'incarnation et en termes d'idées. Ce qu'il faut comprendre et ce vers quoi il faut tendre, c'est pousser les jeunes vers le politique institutionnel pour qu'ils puissent la changer de l'intérieur. Et je pense que c'est en mettant les jeunes dans le monde politique qu'on donnera aussi aux jeunes de voter. Et alors, comment ça se passe concrètement vos formations ? Comment on fait pour s'inscrire ? Qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-nous. Bien, on fait des formations. Donner l'idée à des gens de s'inscrire ce soir. Eh ben, avec plaisir. On fait des formations à l'engagement politique. Donc l'idée, c'est de les former à la stratégie de campagne, à la communication politique, au débat d'idées, à la prise de parole. Et c'est des formations à la fois en ligne et en présentiel. Aujourd'hui à Paris, mais demain, on l'espère, dans toute la France, pour leur donner les codes, les outils et le réseau pour s'engager en politique, parce que c'est pas inné de s'engager en politique. Avant, c'était les partis qui formaient les militants et les cadres. Aujourd'hui, plus de partis, aucun parti ne le fait. Qu'est-ce qui se passe avec les partis ? C'est quoi votre constat à vous ? Honnêtement, c'est compliqué à dire parce qu'ils ont à la fois abandonné la production d'idées et la formation militante. La seule prérogative qui leur reste, qui était une prérogative historique, c'est d'investir des candidats. Donc aujourd'hui, les partis, ce sont devenus des machines pour les élections présidentielles. Est-ce que c'est devenu des syndicats d'élus ? Je sais pas. Je vous pose la question, vous dites qu'ils donnent des investitures, est-ce que c'est pas devenu des syndicats d'élus ? Encore faudrait-il qu'il y ait beaucoup de personnes dans les partis, il y a même plus grand monde. Donc 1% de la population à peine. Hein. Voilà. Il y a plus de monde dans les syndicats en parallèle. Mais on est bien d'accord. Mais là, il y a déjà pas grand monde dans les syndicats, parce que permettez-moi de vous dire que si vous enlevez, il y a 8% de syndiqués, je crois, et si vous enlevez la fonction publique, on est à 2 ou 3% dans le privé. Alors là, c'est vraiment très peu. Mais est-ce que le problème des politiques, c'est pas que finalement, ils ont filé les pouvoirs à des gens non élus, et qu'aujourd'hui, on se dit, finalement, voter, ça sert à rien, parce que ceux qu'on élit, ils décident pas. Moi, je pense que le pouvoir, il est toujours en politique. Peut-être qu'on peut changer la vie en étant dirigeant d'entreprise, en faisant des documentaires, en faisant des films. Mais je pense que le pouvoir, il est aujourd'hui en politique. Aurélie, vous avez du pouvoir en tant que maire. Oui, on en a de moins en moins, mais oui. De moins en moins. On va pas faire le débat sur les maires, mais en ce moment, ils sont assez en colère, les maires. Mais effectivement. Pour le coup, oui, il y a une forme de décision importante de la part des maires dans le quotidien des citoyens de leur ville ou village. Oui, et je crois qu'il faut quand même sortir de ce discours sur l'impuissance du politique. Et peut-être que la notion de pouvoir, justement, est peut-être quelque chose qui tend un peu les Français. C'est-à-dire que le côté pouvoir, c'est un côté très négatif, alors que on a une force d'action pour modifier le quotidien des citoyens. Soyons concrets, chers amis, parce que là, ce sont des constats. Mais dites-nous comment vous agissez. D'abord, vos formations, quelles sont-elles, qui ça concerne ? D'ailleurs, on vous donnera un tuyau pour le sud de la France avec une association géniale qui s'appelle Melting Pot. Et on vous invitera peut-être en juin à parler de tout ça, parce qu'ils forment des jeunes justement à la vie politique. Vous avez raison, il faut connaître les arcanes pour comprendre. Et puis parlez-nous aussi de votre grand forum, je crois, samedi. Exactement, ce forum qu'on organise notamment avec Melting Pot. C'est un grand forum de l'engagement politique et démocratique. Pas génial. Une journée de réflexion et d'engagement sur les sujets de renouveau politique et démocratique. Parce qu'aujourd'hui en France, on a plein de grands événements sur bien des sujets sociétaux, mais le parent pauvre, à la fois des financements et des grands événements, c'est la démocratie et la politique, qui soit ouvert à tous les citoyens. Et donc, on a fait le pari d'organiser ce forum qui va être une journée de réflexion, d'engagement avec des associations, avec des conférences, avec un procès fictif de la politique, avec des conférences sur la politique permet-elle encore de changer la vie ? Faut-il supprimer les partis politiques ? Comment réconcilier les Français avec la politique ? Et donc, on va débattre, on va échanger sur ces sujets-là. J'ai compris que c'était dans un théâtre de la Concorde. Exactement, le théâtre de la Concorde. C'est où ? C'est le nouveau tiers-lieu dédié à la démocratie à Paris. C'est l'ancien espace Cardin, avenue Gabriel, qui a été transformé par la mairie de Paris, donc qui continue sur sa lancée de créer des tiers-lieux à Paris. Et je crois que c'est utile pour les associations. Donc de quelle heure à quelle heure au théâtre de la Concorde ? 14h, 22h. Mais Melting Pot, ils viennent du sud, a priori, ils seront avec vous. Comment ça se passe ? Exactement. Et on aurait pu inviter Alexandre. Alexandre prendra le train vendredi, je crois, pour nous rejoindre et être partie prenante de la journée. C'est notre partenaire du G500, Alexandre
Pastor, qui a fait plusieurs grandes réunions à Marseille au dernier sommet. On l'avait reçu d'ailleurs sur Sud Radio à plusieurs reprises. Mais la question qui se pose, vous faites ce grand rout, on va appeler ça comme ça. Est-ce que les jeunes, notamment, qui votent plus, vous disent pas, moi, mes parents, ils ont été déclassés en 20-30 ans, ils ont voté, ça n'a jamais rien changé. Je vote pas parce que ça sert à rien. Parce que moi je crois pas du tout que les hommes politiques sont corrompus pour 99,9% des cas. Mais est-ce que quelque part aujourd'hui, ce qui empêche le vote, c'est pas l'absence de résultats avec la France qui se casse la gueule, il n'y a pas d'autre mot depuis 40 ans. Si, mais quelle est l'alternative ? Vous voulez dire autre chose que des partis politiques ? Autre chose que des politiques. Je veux bien qu'on reconnaisse l'impuissance des politiques, et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'ils ne changent pas les choses. Est-ce que ça explique pas les choses ? Mais bien sûr que ça explique. Quand on a le sentiment que les politiques ne changent pas la vie, alors que je pense qu'ils font beaucoup de choses, mais qu'ils ne savent pas forcément après communiquer autour de la politique, et que ceux qui sont le plus mis en avant, ce sont justement les bons communicants. Et c'est là un des problèmes du monde politique aujourd'hui, on pourrait y revenir. Mais bien sûr, ils ne votent pas parce qu'ils ont le sentiment que ça ne change pas les choses. Mais je crois qu'il ne faut pas abandonner, il faut prendre le bâton de pèlerin pour leur dire que la politique encore peut changer les choses. Et alors, vous ne pensez pas que justement pour la jeunesse, parce que c'est l'avenir, en fin de compte, il faut se tourner vers nos jeunes pour changer les choses, le fait d'impliquer beaucoup plus tôt nos jeunes, parce que vos formations commencent à 18 ans, pourquoi pas à 16 ? Pourquoi pas surtout proposer le vote à 16 ans pour les élections municipales et pourquoi pas européennes, puisque dans certains pays c'est ouvert aux jeunes de 16 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est peut-être une question qui revient, vous, dans vos formations. Effectivement, ça revient. Après, ce dont on se rend compte aussi, c'est que pour faire de la politique, il faut quand même avoir une certaine maturité intellectuelle. C'est pas facile de se construire intellectuellement, de savoir ce qu'on pense, en dehors du capital social qu'on peut avoir ou de la vie de ses parents ou de son entourage. Et donc, nous, on pense qu'il faut... C'est ce qu'on disait des femmes. En tout cas, personnellement, mais alors, je veux dire, c'est vrai, on disait qu'elles votaient comme leur mari. On disait qu'elles allaient voter comme leur confesseur. Comme le curé. Comme leur confesseur, c'était la position du Parti radical sous la Troisième République. Absolument. Ce que je peux vous dire, c'est comme leur mari, comme leur curé. En tout cas, personnellement, j'ai mis du temps à me construire intellectuellement, politiquement. Et donc, je crois qu'il faut prendre part à la vie démocratique dès 18 ans, mais que la vie politique, ça demande du temps aussi. Ça demande de l'épaisseur intellectuelle, ça demande de l'épaisseur humaine. Il faut avoir vécu, il faut comprendre un peu la vie des gens, je pense, avant de pleinement s'engager en politique. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que celles et ceux qui sont le plus à même de passer à l'action, et notamment d'être candidate ou candidat tête de liste à des élections, c'est plutôt les personnes qui ont 35-40 ans. Parce que quand on a 25 ans, on construit les premières étapes de sa vie aussi. Et donc on a plus vocation à être militant, militante et à participer à l'effort commun. Mais donc, voilà, en commençant à 18 ans, c'est déjà pas mal. Mais il y a une question qui se pose quand même. On y revient toujours. Le droit de vote, est-ce que c'est un droit, mais c'est aussi un devoir ? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer le vote obligatoire, comme en Belgique, par exemple, où on prend une amende à la 2e ou 3e absence de participation au scrutin ? Et ça marche assez bien, il y a 80% de participation. Comme l'État cherche de l'argent, en plus là, ils disent... Puis c'est mieux que les radars fixes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être à condition de reconnaître le vote blanc dans ce cas-là. Bien sûr, tout à fait. Si on reconnaît le vote blanc, que nous pourquoi faisons pas ? aussi. Oui. Mais si on ne le fait pas, ça n'a aucun sens. Mais la reconnaissance du vote blanc, on ne va pas dire aux gens, vous n'avez pas été élu parce qu'il y a moins de 50% de participation, de bulletins exprimés, on revote 2 fois, 3 fois, 50 fois, 100 fois. C'est pas possible non plus. Peut-être que ça poussera les hommes et femmes politiques à réfléchir autrement et à proposer des projets autrement aussi. Antoine Joachim, il ne nous reste pas trop de temps. Il faudrait que vous nous récapituliez tout ça. Vous proposez des formations, ça s'appelle Open Politics. On peut vous aider en allant sur quelle plateforme ou site pour peut-être même contribuer avec des dons ? www.openpolitics.fr. Et comme elle ne peut pas faire la publicité elle-même, je rappelle à tout le monde qu'il faut se brancher ou aller directement au théâtre de la Concorde samedi de 14h à 20h. Vous avez l'adresse exacte ? 1 avenue Gabriel. C'est à côté de l'espace Gabriel, c'est à côté des Champs-Élysées en fait. Exactement, on va des champs. De gens passionnants, mais je crois qu'aussi Aurélie Gros prendra la parole. Effectivement, voilà. Aurélie interviendra à votre avis, ça va faire venir du monde. Sur la table ronde, faut-il supprimer les partis politiques ? Avec Gilles Boyer d'Horizon, Mathilde Himer de la Primaire Populaire et Loïc Bondieu, le professeur de sciences politiques. C'est ça. Un débat animé. Et imaginez que tout le monde soit d'accord. Qui aurez-vous d'autres comme invités aussi? On aura l'ancien ministre Jean-Christophe Combes, on aura le photojournaliste Vincent Jarousseau qui lui change la vie via des documentaires et des livres, ce que je trouve très intéressant. Nous aurons aussi Yannick Jadot. Voilà, il y aura du candidat à la présidentielle. Exactement, il y aura du beau monde.
Eh bien, écoutez, rendez-vous au théâtre à l'espace Gabriel, pardon. Au théâtre de la Concorde. Au théâtre de la Concorde, oui. C'est l'ex-espace Gabriel, samedi prochain. Exactement. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et pour s'inscrire sur Open Politics. Allez, tout de suite, on va parler d'un autre sujet. C'est le week-end prochain et des millions de gens y participent chaque année. C'est le Téléthon. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes et l'événement aura lieu le week-end prochain, c'est-à-dire le vendredi 29 et le samedi 30 novembre. On écoute ceci. Le 29 et le 30 novembre Ah non, je peux pas. Je fais le Téléthon. Quand tu dis le 29 et le 30 novembre Mais non, c'est le Téléthon. Ah ouais, génial. C'est quand Le 29 et le 30 novembre Mais non, c'est le Téléthon. 29 et 30, non. Oh, le Téléthon. Non, mais qu'est-ce que vous avez tous? Le 29 et le 30 novembre, c'est le Téléthon. Je peux pas le manquer. Et vous aussi. Le 29 et le 30 novembre, annulez tout ce que vous avez prévu et rejoignez-nous. Vous avez reconnu la voix de Mika, qui est le parrain cette année du Téléthon, qui sera sur Sud Radio vendredi matin dans l'émission Média de Valérie Expert et de Gilles Gansman, Stéphane Pellet. Alors, pour une fois, je vais faire le professeur, non pas de mathématiques, mais d'arithmétique. Je vais juste donner des chiffres. C'est comme ça qu'on avait prévu d'attaquer les choses avec François Lamy, que je remercie. Politique, j'espère que vous comptez mieux qu'Henri Krasuki il y a quelques années. Oui, les milliards de francs. Oui. Soyons gentils avec Henri, qui n'est plus de ce monde, bien sûr. 29 et 30 novembre, ça on a compris, c'est essentiel dans notre vie, donc il faut être là. 280 000 bénévoles, 23 000 animations qui rassembleront de l'ordre de 3 millions de Français, 15 000 communes engagées, 66% des dons peuvent être déductibles, voire même ce sont des réductions d'impôts, ce qui est encore mieux. Et donc surtout un numéro à faire, le fameux 3637. François Lamy, donc on est ravis de vous accueillir. Vous êtes un des vice-présidents de l'AFM Téléthon. D'ailleurs, rappelez-nous, parce que ça, je pense que c'est le début. Il faut qu'on comprenne à nouveau. Ce qui paraît être une mobilisation nationale évidente, en fait, est né d'une association. Donc, racontez-nous la belle aventure de cette association. C'est une association de patients et de parents de patients, surtout. À l'origine, c'était une famille qui était atteinte de myopathie de Duchenne, donc la famille de Kepper, qui avait 7 enfants, dont 4 étaient atteints de myopathie de Duchenne. Alors, qu'est-ce que la myopathie de Duchenne? Parce que moi, j'ai lu en voyant la préparation de l'émission, mais pour expliquer aux auditeurs. Donc la myopathie de Duchenne, c'est une maladie qui touche les muscles. Donc les muscles se détruisent petit à petit, lentement, mais beaucoup trop vite en réalité. Donc tout d'abord, les plus gros muscles sont atteints en premier. Donc les enfants perdent la marche d'abord, puis la capacité de bouger les bras, puis les mains. Puis ils ont des difficultés à respirer, parce que le diaphragme qui nous permet de respirer est un muscle. Et le cœur est également atteint, et bien souvent, les patients meurent d'un arrêt cardiaque. Entre 20 et 30 ans, c'est ça? Entre 20 et 30 ans, parfois. J'ai vu par exemple que Enzo Ferrari, le fondateur de la Scuderia, a perdu un de ses fils de cette maladie à 23 ou 24 ans. Oui, tout à fait, oui. Oui, mais vous-même, vous êtes un parent donc d'un enfant qui est atteint de cette maladie, donc vous vous êtes mobilisé. Vous avez surtout illustré ce que vous dites au sein de cette association AFM Téléthon, et puis après de toutes les entreprises de recherche qui sont liées dans le fameux Généton et donc toutes ces structures dans le Génopole qui se trouve notamment essentiellement à Évry, c'est ça, là où se retrouve la recherche génomique. Vous dites que vous avez réussi petit à petit à orienter la recherche, notamment à ce que des chercheurs travaillent dans le sens de ce que vous attendiez concrètement. Alors si on poursuit un peu l'histoire, effectivement quand le Téléthon a été créé en 1987, les dirigeants d'alors ont réfléchi intérêt général avant tout, puisqu'ils avaient des enfants atteints de myopathie de Duchenne. Ils savaient que c'était une maladie extrêmement complexe, que personne ne comprenait à ce moment-là. Le gène lui-même venait tout juste d'être découvert. Ils avaient compris que pour pouvoir s'attaquer à cette maladie extrêmement compliquée, ils devaient en passer par des étapes intermédiaires, la première étant le décodage du génome. Et défiant tous les pronostics, le laboratoire Généton a été créé. Ils ont mis en place des robots qui ont permis de décoder l'ADN, de mettre sur notre génome des sondes qui permettaient de se repérer un petit peu dans tout cet imbroglio ADN qui est très complexe. Et les premières cartes du génome ont été créées, ont été découvertes à Généton grâce à la générosité des Français. Avec un centre de séquençage. Un centre de séquençage qui a été créé à ce moment-là. Et une fois que ces sondes ont été placées,
Les chercheurs voulaient poursuivre puisque le génome n'était pas encore décodé, il ne le sera qu'au début des années 2000, donc bien plus tard. Mais cette association de patients, leur but n'était pas de faire de la recherche pour de la recherche, c'était de trouver des médicaments. Et dès lors que on pouvait se repérer un peu dans ces cartes, ils ont réorienté l'effort de recherche du généton vers la recherche de thérapeutique. Ça a été extrêmement complexe. Donc une thérapie génique ? Une thérapie génique, effectivement. C'était une nouvelle technologie ? Puisque avec les cartes du génome, on savait identifier où était l'anomalie. Et la thérapie génique consistait à apporter ce gène défectueux dans l'ensemble du corps, enfin dans les organes atteints. Parce que d'ailleurs, il y a des entreprises qui vous sont associées, je crois, qui fabriquent désormais ces thérapies, qui sont en tous les cas de nouvelles thérapies, parce que c'est un peu ce que nous expliquait votre présidente, Laurence Thiernaud, c'est ça ? Thienot-Hermand, pardon, excusez-moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez non seulement, grâce aux dons de tous les Français, grâce à vos très très nombreux bénévoles, 280 000 on le rappelle, vous avez petit à petit orienté les choses pour aller vers donc des maladies telles qu'elles sont vécues, vous avez décrites, mais aussi associer des thérapies et peut-être même à un moment pouvoir les commercialiser pour à nouveau remettre de l'argent dans la machine. Donc un peu plus tard, dans les années 2000, on a compris que la production de ces médicaments de thérapie génique nécessitait des usines dédiées très très particulières dans lesquelles tout devait être recréé, les processus qualité. Bon, les chercheurs savent ça bien mieux que moi, mais c'est vraiment très très particulier. Et ce qui a conduit l'AFM Téléthon à créer la plus grande usine de thérapie génique, enfin de production de thérapie génique au début des années 2010, qui est aujourd'hui un acteur privé. Donc qui ne dépend pas directement, enfin en tout cas la direction n'est pas celle de l'AFM, c'est une autre entreprise privée qui a pris la main dessus, mais cette usine est toujours présente à Évry sur le Génopole, et si elle est présente là-bas, c'est par la volonté de ces patients qui avaient compris que là aussi, il fallait prendre un peu d'avance sur les besoins qui allaient se faire un jour en matière de thérapie génique, et avec la création, enfin le souhait en tout cas de créer une vraie filière de thérapie génique, au niveau français, ce qui est inexistant aujourd'hui. On aimerait avoir d'autres acteurs à nos côtés également pour pouvoir pousser, puisque ces innovations d'aujourd'hui pour des maladies rares qui touchent peu de patients individuellement sont des progrès médicaux de demain. Et la France et l'industrie pharmaceutique française doit se saisir de ces pépites qui sont produites au Génopole. Et l'AFM Téléthon n'est pas tout seul au Génopole, c'est un vrai centre dédié à la génétique et tout ce qui a trait à la génétique, que ce soit médical ou agronomique. Et on doit se saisir de ça et se profiter de cette pépite pour pouvoir essaimer. Ce qui est magnifique, parce qu'il faut le rappeler à nos auditeurs, c'est qu'effectivement c'est une association, qu'aujourd'hui il y a des traitements, et vous allez nous en parler, justement des avancées, notamment sur la myopathie de Duchenne, parce qu'il y a des avancées spectaculaires et colossaux cette année. Mais il faut dire aussi que ces recherches sur des maladies rares qui touchent peut-être peu d'enfants ou qui intéressent peu la recherche, on va dire, plus étatique, emmènent quelque part sur des traitements qui vont aller dans des maladies plus communes comme le cancer et qui viennent en fin de compte de cette recherche associative, comme vous me disiez tout à l'heure, les carticelles. Tout à fait, les carticelles, donc c'est ce qu'on a annoncé il y a plusieurs années et ce qui est une réalité aujourd'hui. Il y a 7-8 ans, les carticelles à peu près. Oui. Donc ces traitements innovants du cancer sont directement dérivés des toutes premières réussites de thérapie génique qui ont eu lieu à l'hôpital Necker dans le service du professeur Alain Fischer sur les bébés bulles, qui est une maladie extrêmement rare. Ces médicaments-là, dérivés, appliqués au cancer, guérissent aujourd'hui des personnes atteintes de cancer. Donc en fin de compte, quand on investit dans la recherche pour le Téléthon, on investit dans le futur pour des futurs médicaments pour le grand public, au-delà, parce que ça touche tout le monde en fin de compte. Et alors, quelles sont les avancées sur les bonnes nouvelles ? Il y en a quand même. Il y en a plein. Il y en a plein. Ah ben justement, on va en parler dans quelques instants puisqu'il faut faire une pub. On se retrouve dans quelques instants pour parler de ces avancées qui sont extraordinaires en compagnie de François Lamy, vice-président de l'AFM Téléthon et notamment des progrès sur la myopathie de Duchenne. Restez bien avec nous dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On parle du Téléthon, c'est vendredi et samedi. Nous sommes accompagnés de François Lamy, vice-président de l'AFM Téléthon. Alors vous allez nous annoncer une très bonne nouvelle. C'est un nouveau médicament. Alors c'est pas James Bond 007, c'est le GNT 0004. Alors ils ont mis un 0 de plus que pour le célèbre agent secret de Sa Gracieuse Majesté. Parlez-nous de ce médicament qui donne des résultats extraordinaires et qui en plus est un médicament français. Alors, c'est pas encore un médicament, c'est un candidat médicament. Un candidat médicament, mais qui donne de très bons résultats. Voilà. On est à la fin de la première phase d'essai clinique qui a permis de démontrer sa sécurité et son efficacité, son efficacité un peu, et on en est très content. Et justement, pendant le Téléthon cette année, il y aura un ambassadeur, un petit garçon qui s'appelle Sacha, qui a 8 ans aujourd'hui, qui a pu bénéficier dans le cadre de l'essai clinique mené à Geneton de ce traitement. Donc c'est une injection qu'il a reçue il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ce petit garçon qui est atteint de myopathie de Duchenne, il va bien, il court, il joue à la marelle, il saute, il grimpe aux arbres. Alors qu'il pouvait même plus marcher. Alors que il pouvait encore marcher, mais il marchait moins bien, oui. C'était difficile. Et dans cette maladie, les enfants perdent en général la marche vers l'âge de 12 ans. Comment ce médicament il a été mis au point ? Alors il a été mis au point grâce aux chercheurs de Geneton, donc grâce à Évry, grâce au fond du Téléthon et de la générosité des Français. Ça vient de là. Et la façon dont ça fonctionne, eh bien, c'est qu'il y a donc ce gène de la myopathie de Duchenne qui s'appelle la dystrophine, qui est défectueux. Il est apporté par un virus médicament qui est fabriqué de façon artificielle en laboratoire. Donc c'est un virus qui est inoffensif, dans lequel on met à l'intérieur le gène médicament qui remplace le gène malade. Oui. Ils injectent. Le virus infecte toutes les cellules musculaires du petit garçon. Et en quelques semaines, le médicament agit et stabilise la maladie. Et dans le cas de ce petit Sacha, il va aller même mieux qu'avant le traitement. Et vraiment beaucoup mieux. Alors justement, ça n'est pas une émission, il n'y a pas Michel Simès, donc ça n'est pas une émission médicale ce soir, c'est quand même avant tout pour parler de votre engagement et donc de celui de tous les Français. Vous êtes, je crois, au Geneton, 220 collaborateurs, c'est ça ? Il faut raconter que c'est vraiment une petite ville cette affaire. Les Français, donc, une fois par an cette année, le 29 et le 30 novembre, en faisant le 36-37, feront des dons toute la journée, tout le week-end, pendant plusieurs jours. Il va y avoir des animations, je crois de l'ordre de 30 000 animations en France. Et avec tout cet argent récolté, c'est pratiquement une petite ville qui travaille toute l'année. Il y a votre association, bien sûr. Il y a des chercheurs donc dans des sociétés rattachées au Geneton. Et puis vous avez vos propres équipes. Vous l'avez raconté, avec une équipe qui fabrique des thérapies, et tout ça est devenu mondial. Est-ce que vous avez des nouveaux objectifs pour justement motiver encore plus les Français ? Alors les objectifs, en réalité, puisqu'on a eu des premières victoires extraordinaires, notamment il y a quelques années dans une autre maladie très grave qui s'appelle l'amyotrophie spinale de type 1, dans lesquelles les enfants atteignent rarement l'âge de 2 ans. Eh bien, Geneton a mis au point... C'est une maladie génétique aussi ? C'est une maladie génétique, effectivement. Et Geneton a inventé un médicament qui a été ensuite développé par un laboratoire américain. Et bien, grâce à ces recherches qui ont été initiées à Geneton, aujourd'hui, c'est 4000 bébés qui ont pu être traités dans le monde. Et ces bébés vont aujourd'hui très bien. La difficulté... Avec une espérance de vie... dont on ne connaît pas, on connaît pas la durée de l'efficacité du traitement, mais avec un recul de 5 à 7 ans, ils vont très très bien. Et ces bébés, aujourd'hui, sont des petits enfants qui courent, qui marche. Même chose avec un virus dans lequel on injecte un gène et qui va infecter, non pathogène bien sûr, qui va infecter les cellules effectivement, qui dysfonctionnent. Principe. Oui, tout à fait. Donc un médicament issu des recherches de Geneton qui donc est disponible désormais et permet ce que vous dites, cette espèce de miracle magnifique, 5 à 7 ans de vie supplémentaire pour ces enfants. Mais si j'ai bien compris, 13 minimum, candidats médicaments, 13 médicaments qui sont en train d'être développés. En réalité, c'est 40 essais cliniques dans 33 maladies différentes qui sont soutenues par les fonds du Téléthon. En France ? En France. Rien qu'en France. En France, oui. Donc principalement, Geneton est un acteur important de l'association, mais on a 2 autres laboratoires qui sont financés de façon importante. Donc ISTEM, qui est un laboratoire dédié à la recherche sur les cellules souches, et l'Institut de myologie, qui est un institut dédié à la recherche sur le muscle.
Donc et au-delà de ça, on finance aussi un appel d'offres plus large, international, pour lequel environ la moitié des candidats retenus sont français. Donc c'est un appel d'offres qui a vocation plus large, plus fondamentale, mais on finance près de 350 programmes de recherche par an. La France est vraiment en pointe en termes de recherche sur les maladies génétiques. Dans ce domaine, oui. J'ai eu l'occasion de me rendre à des congrès à l'étranger. Et à la fin des présentations, il y a un remerciement qui est fait à des laboratoires. Un des 3 laboratoires dont je vous ai parlé sont souvent cités parce que, au-delà de faire de la recherche, on promeut les collaborations et on a mis en place des outils qui sont réutilisés par d'autres, donc des banques d'ADN, des banques de cellules de personnes atteintes de maladies rares qui permettent de faire de la recherche. Et ces outils, j'ai parlé d'intérêt général au tout début, c'est vraiment ça l'idée, de mettre à la disposition de la communauté scientifique des outils qui permettent à tout le monde de pouvoir faire de la recherche et d'avancer le plus vite pour trouver des thérapeutiques. C'est un très beau symbole parce que, comme dirait Aurélie Gros, tout ça, ce sont au départ des simples citoyens, parents bien sûr concernés par ces affaires-là, bénévoles, qui ont donc lancé l'appel à dons. C'est une certaine manière de faire de la politique au sens de l'intérêt général. Vous avez choisi des axes de politique en matière de recherche, en matière de santé, en matière de pharmacie, et c'est maintenant ça qui est salué au niveau mondial. Oui, c'est l'intérêt général avant tout et pas d'intérêt financier. Et moi, j'aime à le rappeler, c'est ce type d'association, grosse association, le Téléthon, mais qui sauve des vies. Parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus large. En final, vous transmettez dans le monde entier vos recherches. Vous le faites de manière désintéressée, ce qui plaît beaucoup à Antoine et qui rêverait d'avoir que des politiques comme ça. Mais voilà, l'intérêt général dans la recherche, je pense que c'est votre... absolument pas désintéressé parce qu'on a des enfants malades et si on se bat, notre détermination elle vient de là. Oui, mais c'est l'intérêt général. Bien entendu, parce qu'on sait que tout seul, on ne peut rien. Bien sûr. Et d'autant plus dans les maladies rares qui touchent individuellement peu de personnes, mais qui au total, en France, on estime à peu près 3 millions de personnes touchées par 7000 maladies rares, dont presque toutes sont aujourd'hui sans traitement. Alors, pour faire des dons, puisqu'il faut conclure, pour faire les dons, téléthon.fr 3637 à partir de jeudi 28. Et donnez-nous un truc qui va se passer dans le week-end extraordinaire, à part l'arrivée de François pour parler du rugby, mais au-delà de ça. Alors, c'est pas le week-end d'ailleurs encore. Un record, une tentative de record du monde à Lens de course de distance de voitures de modélisme électrique. Ah oui. Le record est à 4700 quelque chose kilomètres. Ils envisagent de faire 4800 kilomètres avec ces voitures de modélisme en 60 heures. Et les gens du Nord, comme d'habitude, enfin des Pas-de-Calais. Alors à Firminy, ils veulent aussi battre le record de la mêlée à côté de Saint-Étienne, la plus grande mêlée du monde, avec 3637 personnes dans la mêlée. Pour joueurs de rugby ? Non. De personnes qui vont venir. Tu n'étais pas des gens qui passent, qui vont faire du rugby. Ouais. Enfin, voilà. Désolé, mais alors l'arbitrage avec 3637 dans la mêlée pour savoir s'il y en a un qui a poussé avant, François, ça m'étonnerait. Donc, à Lens, à Firminy, même au coup de Remonceau, je crois. Oui. La ville dont on vous sera êtes maire. Mobilisés. Avec une activité particulière, un record à battre. Plein d'associations qui s'engagent, qui font des balles, qui font de la danse, des concerts de gospel, tout ça au profit du Téléthon, un marché de Noël où on va demander aux citoyens de participer. Je pense que c'est important, ça nous concerne tous. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On vous retrouve évidemment lundi prochain. Merci Antoine Jochims pour votre belle association Open Politics. C'est samedi, juste à côté des Champs-Élysées. Tout le meilleur, François Lamy, pour le Téléthon, en espérant qu'il y ait d'autres médicaments aussi miraculeux que le GNT 0004 contre la myopathie de Duchenne. Bonsoir François Trio. Bonsoir. Mais ouais, après ça, le rugby... ça paraît léger, oui, c'est sûr. Un peu dérisoire. Ouais. Oui. Ouais. Alors, le menu. Mais quand même, on essaie de mettre les petits plats dans les grands. Donc, on va avoir, par exemple, l'entraîneur de l'année. Vous savez que l'entraîneur de l'année, il est français. Oui, de rugby à 7. Élu par la Fédération internationale. Voilà, c'est Jérôme Daré. C'est 15 et 7 réunis. Donc, c'est bien la performance. Il sera avec nous aux alentours de 20h30. On parlera de top 14 aussi avec une flèche bretonne qui joue à Toulon. Il a marqué 3 essais ce week-end, il sera avec nous en direct, c'est Gaël Dréan, un jeune joueur. Eh bien voilà, il sera dans les vraies voies du rugby. Magnifique, et moi j'ai été outré qu'il n'y ait aucun Français dans le top 15 de l'année. Bah oui, mais vous savez. Je suis encore trop chauvin, vous allez Il y a des injustices de nos jours. Merci beaucoup, allez, c'est tout de suite l'équipe du rugby de Sud Radio avec François Trio et nos amis. Il est 19h52, tout de suite Sud Radio à votre service, on se retrouve demain 17h avec Cécile de Ménibus pour les vraies voix. À demain.